le djihadisme occupe toute la scène pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne reviendrai pas puisque vous les connaissez mieux que moi. Il y a 3 ans, au Canada, quand les premiers attentats djihadistes sont survenus, qui étaient des attentats finalement, somme toute, à impact modéré, qui ont fait seulement quelques victimes, même si c'est toujours des victimes de trop, on disait, nous les chercheurs, attention, on perçoit une montée de l'extrême droite. Et là, évidemment, les corps policiers nous disaient, écoutez, vous êtes gentils avec l'extrême droite, là, mais à l'heure actuelle, c'est pas ça qui est sur nos écrans radars. Eh bien, vous aurez noté, pour ceux qui regardent l'actualité internationale, qu'il y a quelques mois à Toronto, il y a eu un attentat qui a été commis par un membre des incels, c'est-à-dire les célibataires involontaires. Et mon collègue Alava parlait d'attentats à caractère ou de crimes à caractère haineux et sexiste. Ça a fait 8 morts. Ce qui venait en écho avec une attaque terrible il y a 30 ans à la Polytechnique où un homme est entré donc, dans une université, a aligné, a séparé les hommes et les femmes et a abattu 13 femmes. Donc cette question de la violence sexiste, en ce qui nous concerne, nous, au Canada, n'est absolument pas théorique, elle est extrêmement présente. Il y a 18 mois, l'extrême droite, un jeune, dans une université que je nommerai pas, c'est pas celle où je suis, mais on a nos cas aussi, a décidé, parce qu'il avait peur effectivement de l'arrivée d'immigrants et qu'il nourrissait une certaine xénophobie, d'entrer dans une mosquée et il a tué 6 Québécois de confession musulmane. C'est le plus gros attentat anti-musulman en Occident au cours des dernières décennies. Donc, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, dire que l'extrémisme violent a différents visages n'est effectivement absolument pas théorique en ce qui nous concerne, et ce qui ne relativise absolument pas la question du djihadisme, évidemment, mais ce qui la met en perspective par rapport à d'autres formes. Donc ça, évidemment, c'est un point, selon moi, qui est fondamental. Le deuxième élément, je pense, que nous dit la science, c'est le besoin de données empiriques. Et là, on le voit avec nos 4 collègues, il y a beaucoup de disciplines qui sont capables de se pencher sur ces questions-là et qui ont toutes finalement à apporter et à dire quelque chose là-dessus. Donc, il n'y a pas une cause qui explique la radicalité politique ou la radicalité religieuse, il y a bien des causes. Et la difficulté pour nous chercheurs, c'est évidemment d'être capable de faire la part des choses. C'est pour ça que de plus en plus, en Amérique du Nord, on abandonne la notion de profil, qui quelque part laisse supposer qu'il y aurait des caractéristiques dans le profil d'un individu qui se radicalise. On lui préfère celle de trajectoire. La trajectoire, c'est finalement une trajectoire de vie de quelqu'un et ça rappelle cette notion de trajectoire que finalement dans une vie, il y a toujours des intersections auxquelles on se retrouve et qu'on aurait pu ne pas basculer dans la radicalité, qu'on aurait pu choisir un autre chemin. Donc évidemment, souvent les corps policiers, eux, veulent travailler sur la base de profils, de checklists, en disant ben, nous, on a besoin d'avoir des éléments tangibles qui nous permettent de mettre un drapeau rouge, orange, vert sur un individu. Sauf qu'effectivement, quand on conçoit ça comme une trajectoire, c'est extrêmement difficile. Et le risque de travailler trop à partir de profils, évidemment, c'est le risque d'avoir des faux positifs. Donc, tous les individus qui ne rentrent pas dans vos profils, bah, vous passez à côté, ou alors vous mettez trop de pression sur un individu qui a le profil, et finalement, parfois, on accélère aussi le processus de radicalisation. Nous, chez nous, on a vu des cas, par exemple, où la privation de passeport mettait tellement de pression sur les individus que finalement, ils décidaient de commettre des attentats en sol canadien. Donc ça, c'est un point important, cette question de profil versus trajectoire. Un autre élément, et j'aurais aimé entendre mes collègues, et peut-être que ce sera une question, ce qui nous manque beaucoup au niveau des données empiriques, c'est qu'on travaille sur les cas de gens qui se sont radicalisés, mais on ne les compare jamais aux autres cas. C'est tout aussi important de savoir pourquoi des individus, et la grande majorité des individus, ne se radicalisent pas. C'est comme si aujourd'hui je disais ben, pourquoi et comment est-ce qu'on devient député. Mais c'est tout aussi important de savoir pourquoi et comment on ne devient pas député, pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas quand on veut devenir député. Ben, c'est un peu la même chose sur les cas de radicalité politique. Et il nous manque toujours ces groupes contrôle. On ne compare pas ceux qui se radicalisent à la grande majorité des gens qui ne se radicalisent pas. Et quand on parle de prévention primaire, donc on travaille sur la prévention universelle, c'est tout aussi important de travailler sur toutes ces populations-là qui ne se radicalisent pas et de nous dire, ben vous, donc, qu'est-ce qui fait que finalement vous avez décidé de faire ci ou ça dans la vie. Donc ça, évidemment, je pense que c'est un point extrêmement important en termes de recherche scientifique. Et le dernier point sur lequel je voulais vous laisser, et puis je pense que ça mettra probablement la table au prochain panel et pas forcément à celui-là, c'est la question de l'évaluation des pratiques. La chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent a vraiment comme un de ces axes de recherche d'essayer de documenter les pratiques.
Donc dans nos programmes d'intervention, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et vous savez, on a tous la même préoccupation, on a fonctionné en mode essai-erreur pendant très longtemps. Pour reprendre une métaphore sportive, là, quand on a le nez dans le guidon, c'est le Tour de France, ou quand on joue au football avec les yeux dans les chaussettes, on n'a pas de perspective à long terme, on a de la difficulté à voir un peu comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de prendre du recul sur ce qu'on a fait, d'évaluer nos pratiques, d'avoir des stratégies d'évaluation, des outils d'évaluation, pour finalement, non pas créer des modèles et des recettes toutes faites, parce que ça n'existe pas, mais proposer aux intervenants qui sont sur le terrain, finalement, des lignes directrices qu'ils vont pouvoir adapter à leur contexte, à leur particularité locale. Et quand je parle de particularité locale, c'est même pas juste au niveau national. Vous avez toutes sortes d'études, notamment par exemple en Afrique de l'Ouest, qui sont documentées, au Mali, où on voit que d'une région du Mali à l'autre, les causes de la radicalité sont extrêmement différentes. Et donc à ce moment-là, on met en place des programmes différents. Et comment est-ce qu'on évalue ces programmes-là? Donc voilà, c'était simplement la petite perspective que je voulais apporter sur le travail que nous, on mène en ce moment.